Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Bouquins. Et aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui s'appelle Méditez et devenez riche. Tout un programme qui a été écrit par Cédric Serpeau. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Bonjour à vous tous. Merci de nous recevoir chez toi dans ton intimité. On est en Dordogne, il y a un temps magnifique, donc tout va bien. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore vraiment, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu en quelques mots qui tu es, ton parcours, et surtout comment tu en es arrivé là? Ok. Alors c'est une grande histoire, je vais vous raconter, mais pas si grande que ça. C'est l'histoire d'une vie comme plein d'autres, comme la vôtre, comme celle de Gérard, et d'un ensemble de choix qui ont été faits de ma part. Donc moi, si tu veux, quand j'ai commencé mes études, après le baccalauréat, tout ça, je suis parti vraiment sur l'idée de... J'ai fait un BTS en gestion de projet. D'accord. Donc la gestion de projet, comment ça se passe, comment on va réussir un objectif, etc. Et puis après, j'ai travaillé pas mal dans le milieu associatif. Ouais. Et à côté de ça, j'avais une forte aspiration à la spiritualité. Donc je me suis intéressé, on en a parlé tout à l'heure, au chamanisme, au travail de Carlos Castaneda, à la tradition Sioux Lakota. Et puis finalement, vers l'âge de 25-26 ans, j'ai rencontré le bouddhisme tibétain. D'accord. Et c'est là que j'ai appris la méditation, puisque j'ai passé pendant plusieurs années, plus de 5 ans dans un centre bouddhiste qui est ici, là, dans le Périgord noir. Ouais. Et ensuite, j'ai été passer une année auprès du monastère au Bost en Auvergne. Donc là, j'ai vraiment approfondi la méditation, le travail sur les émotions, la relation à l'autre, la relation à moi-même, parce que on oublie souvent que c'est d'abord une histoire de relation à soi-même, la spiritualité. Bien sûr. Et à l'issue de ces quelques années, je ne savais pas trop quoi faire de ma peau. Et il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit « Cédric, est-ce que tu pourrais inventer une structure, une entreprise où on pourrait être plusieurs entrepreneurs à travailler ensemble ?» Et donc je me suis engagé dans ce projet qui a duré 3 ans pour le mettre en place. Et je me suis formé à l'accompagnement d'entrepreneurs. Et j'ai travaillé avec la région, avec le département, avec ma communauté de communes. On a créé Iriscope, qui est une coopérative CAE. C'est une coopérative d'activité d'entrepreneurs, tu vois. D'accord. Et puis, les années passant, je me suis dit, Cédric, tu peux t'installer. J'ai une aspiration profonde qui allait à aider les autres. Moi, je veux dire, je gagne ma vie et en même temps, la personne qui a pas de sous qui vient me voir, on s'arrange, tu vois, on fait un troc, on fait un truc. Enfin, je fais pas ça pour m'enrichir. Mais voilà, toujours avoir cette envie d'aider les autres. Et donc je me suis installé à mon compte, je me suis encore formé derrière ça, donc à la programmation neurolinguistique, la PNL pour ceux qui connaissent. Et je me suis installé coach de vie. Et puis je me suis dit, mais tu pourrais pas faire un truc... Vas-y. Coach de vie, c'est l'intitulé de, entre guillemets, de ton métier, quoi. C'est en gros, il fallait trouver quelque chose comme ça, c'est l'activité. Je suis coach de vie, tu vois, accompagnateur d'entrepreneurs, de porteurs de projets, ou simplement pour aider des gens qui ont des difficultés. D'accord. Et si tu veux, les deux se sont liés ensemble parce que je tombe souvent sur des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs pour la plupart, qui ont une super activité, mais qui n'arrivent pas à la débloquer, qui n'arrivent pas à la développer, parce que ils ont un problème de confiance en eux. Parce que ils ont eu des accidents de vie qui leur ont mis des doutes. Parce que ils ont des peurs. Donc à un moment donné, aller dans le monde de tous les jours, mais sans avoir une base spirituelle et de développement personnel, sans aller très loin dans la spiritualité, je veux pas que tout le monde devienne un saint, enfin ça dépend de chacun, mais avoir cette capacité de se dire, bon, j'équilibre les deux, quoi. Et ce qui fait qu'on arrive à réaliser son projet, à s'enrichir dans la vie, et je dirais, il y a des gens qui m'ont dit, mais Cédric, s'enrichir grâce à la méditation, c'est un peu contradictoire. Et j'ai envie de dire, mais déjà, si tout le monde avait la réussite de bien se nourrir, de manger bio, équilibré, de façon saine. Si tout le monde avait un environnement sain, tu vois, autour de lui, si on sait... Oui, alors, je suis désolé monsieur, je vous coupe, mais alors vous dites manger bio, mais moi j'ai pas les moyens de manger bio. Ça coûte cher de manger bio. Ça coûte cher de manger bio. Sauf que on peut se faire un petit jardin, sauf que selon le lieu qu'on a choisi pour vivre, on peut accéder peut-être pas à du bio, mais à des choses tu vois, qui sont bien faites. Modérées, oui. Qui sont tu sais comment ils disent
les maraîchers, il y en a plein nous dans le coin qui font pas, ils ont pas le label bio parce qu'on leur demande encore 600 balles par an et tout ça. Et ils font quelque chose de très très bien, de très naturel. Ouais. Mais c'est un choix de vie. Est-ce qu'on veut être malheureux en ville, tu vois, et galérer, ou est-ce qu'on veut se remettre en question notre entourage, remettre en question qui on est, et finalement quand on se remet en question, les nuages disparaissent un peu, le soleil apparaît derrière, le ciel devient un petit peu plus bleu, et tout à coup, il y a des gens qui disparaissent, il y en a des nouveaux qui apparaissent, il y a des opportunités qui se mettent en place, et notre vie s'enrichit d'une nouvelle expérience. Oui. Et pour moi, je pense que la base de tout ça, c'est la méditation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, arrêtez d'être dans le mental qui projette toujours une autre situation. Je serais mieux si j'avais autre chose. Arrêtez le mental qui alimente des peurs. Donc calmez ça par la méditation. Et tout à coup, en tant qu'entrepreneur, on peut faire des choix beaucoup plus intelligents. Et je dirais en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant qu'humain, on va aller vers plus de lumière. Et ça, c'est important pour ma part. Donc j'ai fait ce petit livre-là, Méditer et devenir riche. Méditer et devenir riche. Un titre un peu provocateur, ça je vous l'avoue. J'aime bien titiller un petit peu de temps en temps les gens, mais dans lesquels j'aborde, sur base du bouddhisme, c'est quoi le potentiel humain, c'est quoi l'impermanence, hein, parce que dans les premiers enseignements que j'ai eus sur le chamanisme, que j'ai reçus, etc., Carlos Castaneda, son maître, il lui disait, Don Juan lui disait, prends la mort comme conseillère. Prends la mort comme conseillère. Si demain, je prends ma voiture, ou tout à l'heure, je prends ma voiture et j'ai un accident, je meurs, qu'est-ce que j'ai fait de mes dernières heures? Est-ce que j'ai passé un bon moment avec quelqu'un de qualité? C'est ça qui est important. Est-ce que j'ai passé... Merci. Non, mais est-ce que j'ai passé un bon moment avec quelqu'un de qualité? Est-ce que j'ai amené quelque chose de plus dans la vie? Ça, c'est des petites choses qu'on retrouve dans le bouddhisme. L'impermanence, c'est une des pierres d'angle de la réflexion, de la méditation bouddhiste. Mon potentiel d'humain. Ouais. On a des potentiels pour faire des œuvres d'art, pour inventer des choses extraordinaires, pour développer de la médecine, des choses bien plus négatives aussi. Mais on a un potentiel d'être humain. Tous autant qu'on est, on a un potentiel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc du coup, j'ai ramené toutes ces choses-là dans du bouddhisme. Et en même temps, c'est quoi un objectif? Mon objectif, c'est, je sais pas, être capable de faire un marathon. Comment je m'organise? Mon objectif, il doit être mesurable, il doit être atteignable. Je vais m'imaginer des petits jalons pour vérifier si je progresse ou pas. Comment j'organise ça? Quels peuvent être les freins à mon objectif? Et peut-être qu'il y a des gens dans mon entourage qui vont me dire « Non, mais tu rêves encore, non, mais on subit des mauvaises influences. Ou, comment on peut travailler avec ça ?» Tu vois, donc j'ai un peu, enfin je sais pas un peu, j'ai vraiment rassemblé dans ce petit ouvrage, vraiment, je dirais, une liaison entre le bouddhisme traditionnel et la création d'objectifs à l'occidental, au management occidental. D'accord. Je peux même vous annoncer qu'il va y avoir une nouvelle version de ce livre, plus complète, plus façon manuelle, c'est-à-dire pour que les gens puissent avoir des exercices pratiques. On lira ce bouquin et à la fin notre objectif, notre plan sera construit. Donc ça va sûrement sortir à la rentrée 2019, septembre-octobre 2019. Voilà, là je suis en train d'y bosser pour amener quelque chose de plus pratique, justement, que les gens puissent gratouiller. Moi j'aime bien quand je fais des stages ou quand je reçois des gens, c'est les faire écrire. Tu vois, j'utilise un tableau, vision d'ensemble, écrire, sortir des choses. Écrire, c'est un peu comme verbaliser. Quand on verbalise, les choses apparaissent, elles apparaissent à la lumière. Tu vois, je crois que c'est dans la Bible, hein, au début c'est la parole de Dieu, donc la parole, mais elle vient avec la lumière. Tu vois, il y a un truc comme ça, il faut que les choses soient éclairées pour qu'on puisse parler. Et quand on parle, on éclaire les choses. Et ça me semble important. D'accord. Bon, écoute, ce nouveau bouquin, ça sera une nouvelle vidéo qu'on fera l'année prochaine. Ouais, volontiers. Voilà, c'est super, génial. Donc déjà là, c'est un super petit livre pour celui qui a envie de développer, que ce soit un projet d'entreprise, un projet d'association, un projet de transformation personnelle, sans tomber non plus dans cette espèce d'injonction qu'on a aujourd'hui. On voit des jeunes cadres dynamiques avec les dents longues comme ça, et peut-être on peut faire ça de façon plus organique, avec une belle intention au départ. Et vu ma base de construction bouddhiste, donc d'empathie, de bienveillance, où on travaille ça, peut-être on peut créer un projet, le mettre en place avec des outils modernes, mais en développant un bel état d'esprit. Ouais, non, d'accord. Mais bon, tu parles de méditer. Méditer, c'est pas fait pour tout le monde. Hein.
Parce que moi je me souviens, j'ai lu il y a quelques années des bouquins quand j'ai commencé à m'intéresser à la question. Dedans il y avait marqué méditer, c'est réussir à faire le vide et enlever toutes ses pensées. Bon, moi j'arrive pas à retirer toutes mes pensées. Eh ben, tu vois, ça c'est un des petits soucis de la lecture, je comprends bien. Alors je sais pas si vous êtes comme Gérard, moi je suis un peu comme lui, c'est-à-dire que j'ai la pensée qui est en arborescence, donc ça part dans tous les sens. T'es comme ça toi? Ouais. Voilà. Donc c'est encore plus compliqué pour les gens comme vous, comme nous, si vous avez cette pensée en arborescence. Ça reste compliqué pour les gens qui ont une pensée plus linéaire aussi. Et je crois que ce que tu viens de dénoter, c'est un des problèmes des livres, parce qu'on lit une instruction, on la comprend avec ce que l'on est, on l'essaye sans avoir vérifié. Tout à l'heure on parlait de natation. Oui. Si on ne sait pas nager, c'est peut-être bien d'aller voir quand même un maître nageur. C'est pas mal. On a peut-être lu plein de bouquins sur la natation. Intellectuellement on sait ce que c'est un dos crawlé, mais peut-être avant il faut apprendre à faire la brasse. Ça peut être bien, ouais. Ça peut être bien, tu vois, avant de se noyer ou quoi. Même si on peut acheter des bouées pour s'apprendre. La méditation c'est pareil. C'est-à-dire que moi j'avais lu plein de choses sur la méditation, et c'est quand je suis arrivé face à un maître de méditation qui m'a appris qu'on n'allait pas effacer le mental, qu'on n'allait pas arrêter les pensées, et que j'allais apprendre à les laisser passer, à moins leur donner d'importance, à pas les nourrir au moment inopportun. C'est-à-dire que si je suis en train de bricoler, et que je me mets à penser à mon prochain bouquin que je suis en train d'écrire, je suis pas dans mon bricolage. Donc hop, la méditation, ça m'apprend à dire non mais c'est vrai que respire. Soit en conscience. C'est pas soit dans conscience. Toi, c'est apprendre à être en conscience et à penser aux bonnes choses au bon moment. Oui, non, tout à fait. Le mental, il sera là tout le temps. Ouais. Quand on écoute les maîtres tibétains, les maîtres cambodgiens, tous ceux qui pratiquent la méditation ou quoi, thaïlandais, japonais ou quoi, du bouddhisme japonais, ils vont tous dire se recentrer, se recentrer, se recentrer. C'est vrai. Et dans le bouddhisme, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la statue du Bouddha au moment de l'éveil, il prend la terre à témoin, il la touche, parce qu'il est là, quoi. Il n'est pas ailleurs, il est là maintenant, quoi. Et c'est pas quelque chose qui nous perche, c'est quelque chose qui nous ramène vers le sol. On est bien d'accord. Et qui nous oblige à regarder. Donc la méditation, c'est vraiment... j'arrête d'alimenter une pensée parasite pour revenir à ce qui se passe là maintenant. Alors moi j'avais un vieux maître... il y a très longtemps, qui disait toujours les pensées parasites, tu peux pas y échapper. Regarde-les comme un nuage dans le ciel. Exactement. Tu les regardes passer, point barre. Tu t'attaches pas dessus. Tu t'attaches pas dessus, t'es pas en train de faire tes courses. À quoi ça sert de penser à ta liste de courses? Tu vois, tu n'es pas en train d'écrire ton bouquin, tu es en train de bricoler. Donc à chaque pensée son utilité, quoi. Bien sûr. Et ce mental qu'on sait tellement pas discipliné parce qu'on n'a pas appris petit, il faudrait apprendre. Alors maintenant on voit ça dans les écoles, hein. J'ai une amie qui apprend aux enfants à méditer dans les écoles. Ah, c'est bien. La méditation de la grenouille, tu sais, ils prennent l'image de la grenouille qui est sur son nénuphar, et il faut rester comme la grenouille, quoi, attentif. Tu vois, comme ça. Et ils leur apprennent, il y a tout un petit processus pour les gosses, comme ça, pour l'apprendre justement à apprendre à se servir de son cerveau, des pensées. C'est pas magique, hein, c'est un processus, on peut apprendre à calmer ça, on peut apprendre à le diriger, on peut apprendre à comment on utilise nos mains, comment on peut apprendre le piano, etc. Donc c'est chouette, il faut ça. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu choquant quand même dans ton titre. Méditer et devenir riche, riche. Moi je sais pas, mais j'ai toujours cru que le fait de devenir plus spirituel, c'était s'ancrer dans un détachement. Donc un détachement aussi financier, matériel. Donc comment est-ce qu'on peut méditer et devenir riche? Alors ça c'est une grande question. Et je vais vous dire, moi la première fois que je suis arrivé dans un centre bouddhiste, bien avant d'y vivre. J'arrive sur le parking, je vois un 4x4 magnifique. Le truc, 60 000 €, tu vois, au bas mot. Oui, d'accord. Magnifique, quoi. Je passe ma journée, c'est super, le centre bouddhiste. On va pratiquer Chenrezig, le Bouddha de la compassion, les chants, les prières, un peu de méditation, un super stage, tu vois. Fin de journée, je vois le maître tibétain monter dans le 4x4 et partir. Je me dis, non mais il se fout de notre gueule, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le mec il est moine. Il a un 4x4 qui vaut le prix d'une maison, enfin tu vois, machin, tout ça. Et après, quand je suis rentré dans le centre et que j'y ai vécu, que j'ai approfondi et tout ça,
je me suis aperçu en fait que cette notion de richesse matérielle et de renoncement à la richesse matérielle était très liée à notre culture judéo-chrétienne et très liée à l'Église. Et à un moment donné, par exemple, dans l'histoire de l'Église, si on a dit aux prêtres qu'ils ne devaient pas se marier et être chastes, c'était pour que les héritages reviennent au Vatican. C'était pas du tout pour que les gars progressent spirituellement. C'était pour récupérer le pognon des prêtres, parce que les gens leur faisaient des donations, et qu'on n'avait pas envie que cet argent n'aille pas vers le clergé. Alors évidemment, il y a des gens comme Saint François d'Assise, tu vois, qui ont prôné la pauvreté. Il y a des saints tibétains qui étaient dans une pauvreté vraiment extrême, etc. Mais c'est pas le message du Bouddha, par exemple. Le Bouddha, il était prince héritier. Il a enseigné à des rois et à des princes de son époque. Il leur a pas dit renoncez à vos royaumes. Il leur a dit vous pouvez pratiquer et développer l'éveil, même dans vos conditions à vous de vie riche. Donc, le renoncement n'est pas lié à tes possessions. Le renoncement, c'est quelque chose qui est lié à ta façon de relationner aux choses. C'est-à-dire, comment je relationne à la télévision, comment je relationne à Internet. Si ma relation à Facebook, elle est addictive et que j'y suis tout le temps et que j'arrive pas à ne pas me déconnecter d'Internet, j'ai un problème avec ma relation avec Internet. Donc je ne vais pas couper Facebook d'un coup et dire je renonce à Facebook, mais je vais travailler sur la relation que j'ai à Facebook et remettre ça en question. Je vais renoncer à cette forme de relation. Quelle est ma relation au sexe? Si je suis quelqu'un accro au sexe, que je vais dans des clubs, que je trompe ma compagne tout le temps, j'ai un problème de relation à une sexualité saine, tu vois. Je peux remettre en question ma relation. Mais pour lui, elle est saine. Pour cette personne, elle est saine, sa relation au sexe. Alors, il connaît pas autre chose, peut-être ça lui pose pas de problème. Dans ce cas-là, ok, va dans des clubs, fais ce que tu veux. Maintenant, si la personne a dit putain, je suis pas bien dans ma vie, il y a un problème quand même avec ça. Il y a un problème avec ma mauvaise attitude. Je sens que ça va pas, tu vois, je suis pas bien. J'interroge ma relation. Ça veut pas dire qu'il faut que j'arrête d'aller dans mon club fétichiste favori. Ça veut dire que j'interroge ma relation à mon club favori. Dire ah ben tiens, qu'est-ce que ça fait si j'y vais pas pendant 3 semaines? Est-ce que ça me manque? Est-ce que je me sens mieux ou pas? À notre époque, on vit. Moi, j'ai fréquenté et je fréquente encore beaucoup de milieux hippies, tu vois, Baltrade, machin, tout ça dans le coin où je suis. Moi, je suis dans le Périgord noir, c'est beaucoup de gens comme ça. Donc, personne ne veut être riche d'argent, tu vois. L'argent est mal vu. Ah là 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 là. Donc, machin. Et si on se posait la question de notre relation à notre pauvreté? Tu vois? Et si tout à coup, ouais, mais en fait, ça camoufle. Ma peur de me mettre en avant et de développer un projet personnel. Ça camoufle ma difficulté à vivre une relation de hiérarchie avec un patron. Tiens, ça camoufle mon côté dilettante, qui me va bien, d'être un peu en mode hippie, puis de dire j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, ça me va bien. Peut-être on peut interroger ça, se rendre compte qu'en fait on pourrait se remettre en question, et qu'on pourrait sortir de sa zone de confort, et puis grandir un peu plus. Bien sûr. Et je crois que c'est cette zone de confort qu'on vient renoncer. On renonce à sa zone de confort. Et à partir du moment où on médite, qu'on laisse passer les pensées récurrentes qui nous empêchent, nos peurs et tout ça, on acquiert un potentiel de courage qui nous permet d'interroger nos habitudes, d'interroger notre zone de confort, et du coup d'aller un peu plus loin. Et on s'enrichit. Dans mon livre, là, dans les débuts, moi j'explique que par exemple, j'ai réussi quelque chose aujourd'hui, j'ai une compagne extraordinaire, je vis dans un super environnement, j'ai une alimentation super saine, j'ai des amis qui sont vraiment chouettes et des personnes saines aussi, tu vois. Et donc j'ai réussi quelque chose, en tout cas je bénéficie de quelque chose dans mon environnement direct que beaucoup n'ont pas. Et c'est pas avoir 1 million d'euros. On peut avoir 1 million, 10 millions d'euros et être malheureux comme la pierre. Tu vois, là il y a eu un attentat terrible au Sri Lanka, il y a une famille super riche là, du nord de l'Europe qui ont perdu 3 enfants sur 4. Mais tout le pognon du monde ne va pas compenser cette perte et la souffrance qui est là. Donc, méditer pour enrichir sa vie d'une nouvelle expérience, s'enrichir soi en développant un courage de
rentrer un peu dans notre zone de confort, d'aller vers des choses qu'on n'a pas expérimentées, et puis de mettre en place des projets qu'on a envie de mettre en place, quoi, et d'y aller et de le faire. Et en plus, vous savez quoi, les gens, on a le droit de se planter. C'est-à-dire que en France, on a du mal avec ça. C'est-à-dire que quand on se plante, tout le monde va nous dire « Ah, tu t'es planté, tu t'es planté, tu t'es planté. Aux États-Unis, ils sont extraordinaires. Ils disent « Tu t'es planté, recommence. Oui. Tu t'es planté une deuxième fois, recommence encore. Et il y a des exemples de gens qui ont fait des trucs incroyables dans leur vie. Parce qu'ils ont 20, 30 échecs derrière eux. Et ils n'ont pas arrêté. Et la 31e fois, ça a marché. Mais c'est une question de vision aussi. Comment il s'appelle le gars qui a inventé l'ampoule électrique? Edison. Edison, voilà. Edison, il a donc découvert l'ampoule électrique, mais il a eu, je sais plus, je vais dire n'importe quoi, mais c'est dans ces eaux-là, 999 échecs avant de réussir à le faire. Incroyable. Et à chaque fois, il disait, ok, j'ai découvert une nouvelle manière pour que ça ne fonctionne pas. Exactement. Donc une de moins. Une de moins. Voilà. Et il continuait, et il reprenait, et il reprenait. Et d'échec en échec, eh ben, il rayait plein de trucs, et après, ben, il restait plus que la bonne solution, quoi. Ouais. Et dans tous ces essais, il y a des choses qui devaient fonctionner un petit peu, des choses qui ne fonctionnaient pas, et sûrement qu'en gardant les choses qui fonctionnaient un petit peu, en fait, les zones saines, si tu gardes des zones saines dans ton esprit, dans ton fonctionnement, et que tu les entretiens, tu vois tes erreurs et que tu les acceptes, et à un moment donné, ben, ça fleurit, quoi. Ça nourrit un jardin intérieur, ça fleurit dans l'extérieur, dans la vie de tous les jours. Je parle de l'intention, c'est pareil, tu vois. Beaucoup de gens, le pouvoir de l'intention, etc. Ah bah ça oui. Le mec qui a écrit, tu connais Le Secret? Ah oui, très bien, oui. Je l'enseigne. James Arthur Ray. Ouais. Le mec, tu sais qu'il a fait 2 ans de prison. Ah non, ça je savais pas. Il s'est planté lamentablement. C'est-à-dire que le type, il a écrit un bouquin, il a fait un film hallucinant, Le Secret, le pouvoir de l'intention, tout ça, pour qu'à la fin il fasse un stage, donc une élucidation avec 70 personnes dedans, t'en as 10 qui ont clamsé. Ah oui, il s'est retrouvé au tribunal, il a tout perdu, le pouvoir de l'intention, Ouais. l'a ramené au présent, il a D'accord. fait 2 ans de prison, il s'est retrouvé à faire des séminaires dans des pavillons chez des amis avec 10 personnes pour l'écouter, et il a pris la claque de sa vie. D'accord. Souvent, moi je dis, il faut faire attention au pouvoir de l'intention, au pouvoir de l'émotion. Ouais. C'est-à-dire qu'on est souvent, je suis dans une situation catastrophique où j'ai une situation qui va pas bien, je vais changer. En fait, mon émotion, mon intention est basée sur une émotion qui est de la peur ou de l'orgueil ou je sais pas quoi, ou de l'envie, du désir. Oui. Et on croit qu'on va vers une réussite, et à la fin on tombe en enfer. Alors qu'on a oublié de méditer, travailler sur soi, voir ses émotions, comment elles fonctionnent, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de laisser les choses se faire de façon organique. Et quand on laisse les choses apparaître, se mettre en place, qu'on est capable de se remettre en question, dire non mais là je suis vraiment orgueilleux, non mais là c'est vraiment que du désir. Grâce à la méditation, on fait du tri, et on crée des bonnes bases, et on a le droit de se planter, et on recommence. Et tout à coup, ça va fleurir et il y a quelque chose qui apparaît. Bien sûr. Et je crois que c'est vraiment important de faire ce distinguo. Mesdames et messieurs qui nous écoutez, faites attention à votre intention. Des fois, elle n'a pas la bonne fondation. Si c'est fondé sur une émotion vraiment trop forte, vous pouvez vous faire du mal, malgré les apparences qui peuvent être super au début. Donc faire du tri un petit peu, méditer, se poser, faire une bonne fondation spirituelle, et puis on avance avec ça, et développer l'empathie, on a parlé de l'empathie tout à l'heure, on parle de bienveillance, c'est important. Et voilà quoi. Surtout que dans méditer et devenir riche, le mot riche est complètement ouvert. C'est-à-dire que c'est pas forcément riche d'argent. Tout à fait. C'est riche tout court. Tout à fait. Et on peut avoir des relations riches, mais on peut aussi avoir de l'argent. J'ai un ami qui est, je ne vais pas dire pourri de fric, mais qui est loin d'être pauvre. Il a des amis riches, oui. Ouais, mais oui, tout à fait. Et qui est très spirituel et qui fait beaucoup d'humanitaire. Ouais. Et un jour, dans un colloque, il y a quelqu'un qui lui disait oui, mais l'argent, ça pourrit tout. Et lui dit, écoutez, c'est pas compliqué. Vous voulez faire de l'humanitaire. Et vous voyez qu'au Sahel, ils ont besoin de creuser des puits. Que vous donniez de vous-même pour aller creuser le puits, c'est génial. Mais si en plus vous pouvez apporter sur la table 50 000 balles pour acheter le matos, le puits va se faire plus vite. Ah oui, c'est sûr. Voilà.
Donc l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie. Et on est dans un monde qui en a besoin. Donc on a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner et faire plein de choses intéressantes. Mais c'est qu'une énergie, donc il est là pour bouger, pour tourner. Et pour qu'il puisse tourner, il faut qu'on en ait, sinon on ne peut pas le faire tourner. L'argent est neutre en tant que soi, ça c'est clair. Ouais. C'est l'utilisation qu'on en fait qui portera des fruits qui iront vers la lumière ou bien des négativités. On est bien d'accord. Et finalement, tu sais, ils ont fait une étude, ils se sont aperçus qu'au-delà de 5 000 €, tu n'étais pas heureux. C'est-à-dire que si maximum tu gagnais 5 000 € par mois, tu as tout ce qu'il te faut pour être super heureux dans notre monde. On n'a pas besoin de gagner des 10 000, des 100 000 €. Enfin, quand tu vois Gon, là, le patron de machin, le mec, il a des millions par an, etc. Et finalement, quand tu regardes sa tête, il n'a pas l'air épanoui. Il n'a pas l'air épanoui, il y a une forme de souffrance sur le corps de ce gars-là, de fatigue, etc. Quand tu vois que ça l'emmène en prison, je veux dire, privé de ses libertés, à manger un bol de riz et à dormir sur une natte au fin fond du Japon. Enfin, je veux dire, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y participe quand même. C'est un vieil adage, on le connaît depuis longtemps. Mais croire que la richesse pécuniaire, la richesse de l'argent va solutionner nos problèmes, non, pas du tout. C'est vraiment, à mon avis, le travail sur soi, quelle que soit la voie spirituelle qu'on puisse choisir. Ça peut être une psychothérapie ou bien travailler avec un druide ou venir voir un coach de vie comme moi, où j'aide des entrepreneurs aussi. Je fais coach de vie et j'aide des entrepreneurs. Et à un moment donné, ça vient surtout de l'intérieur. Bien sûr. Et après on peut se développer, après on peut aller vers ce dont on a envie, et finalement voir qu'avec une vie simple, on peut être bien plus riche que beaucoup de gens Puis tu sais, tu poses un acte, ça a des conséquences, puis ça entraîne un autre truc. Tout à fait. Donc tu montes une boîte énorme, et puis à la fin tu ne te retrouves plus à faire ton cœur de métier, ce qui t'animait à toi au début, et tu deviens un comptable, tu deviens un manager, tu deviens quelqu'un qui vire des gens, qu'on embauche d'autres, qui tire des ficelles. C'est dramatique. Tu connais cette histoire de cet Américain richissime, homme d'affaires, businessman, qui va dans les îles et qui voit un pêcheur qui est sur la plage, les doigts de pied en éventail, la tête posée contre sa barque et qui fait une petite sieste. Et il va le voir et il lui dit mais là avec ta barque ça te permet de vivre? Bon, oui, quand j'ai besoin, je mets la barque dans l'eau et puis je vais récolter quelques poissons et puis j'en prends un pour moi, je vends les 2-3 autres au marché, voilà, ça va bien. Mais tu sais que si tu faisais ça, il commence à lui donner une méthodologie, tu pourrais multiplier par 10, par 20, par 100 ton chiffre d'affaires. Ouais, d'accord, et alors? Tu pourrais après embaucher une ou deux personnes pour t'aider et de façon à décupler encore plus ton chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Mais après, qu'est-ce que tu... Alors, après, c'est pas compliqué. Après, avec tout cet argent que tu vas gagner, tu vas pouvoir t'acheter un deuxième bateau, puis un troisième bateau, puis un quatrième bateau, et tu vas devenir l'homme le plus riche de l'île. Ok, et après, une fois que tu auras tout ça, tu pourras arrêter de travailler, te mettre sur la plage, les doigts de pied en éventail, à regarder passer le soleil. Ouais, mais c'est la folie du monde. Cette histoire est magnifique. Parce que c'est la folie du monde. Ben oui. Et au lieu de regarder ce qui se passe, de voir ce qui se passe, les gens s'imaginent et sont l'artisan de leur malheur. Complètement. Alors qu'on pourrait vivre une vie simple. Moi, ça me fait halluciner le manque de simplicité de notre société. Ah bah oui, tout à fait. On est dans un truc hyper complexe, où les gens pensent complexe, au lieu de simplifier les choses et de vivre simplement. Bien sûr. Ça, c'est une hérésie folle. Si on revient un petit peu à ton activité, donc coach de vie, donc tu aides les entrepreneurs à concevoir leurs projets. Alors, pour les entrepreneurs, ce que je fais, alors moi j'ai fait ça donc pour monter la scope Iriscope, je vous invite à aller voir sur Google, Iriscope, voilà. Mon activité avec les entrepreneurs, c'est vraiment, par exemple là j'ai une petite prof de yoga qui vient la semaine prochaine. Alors qu'est-ce qui va se passer avec elle? Donc elle est prof de yoga, ici il y en a un tous les kilomètres des profs de yoga, donc elle a une grosse concurrence. Oui. Donc on va travailler sur son identité de marque.
Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'identité de marque, c'est la façon dont les autres te perçoivent. D'accord. Il y a l'image de marque, l'identité de marque. L'identité de marque, c'est ce que moi je donne à montrer aux autres. L'image de marque, c'est eux ce qu'ils en pensent. C'est ce qu'ils disent de toi quand tu quittes la pièce. D'accord. Tu vois? D'accord. Waouh, elle est super, il est super. Tu vois, ça c'est l'image de l'identité de marque et l'image de marque. Comment ça marche? On va travailler là-dessus. Son positionnement. Ouais. Est-ce que tu es simplement une prof de yoga? Ou est-ce que grâce au yoga, tu vas régler certains problèmes spécifiques? D'accord. On a déjà eu un entretien ensemble. Le premier entretien. Oui, ok, oui. Donc on va travailler là-dessus, pour qu'elle ait une offre qui se distingue des autres. Son offre, on va après travailler comment elle peut la vendre. Donc peut-être comment elle peut prendre son téléphone, se faire une petite vidéo, bonjour les gens, je m'appelle Martine, vous avez peut-être tel problème dans votre vie, moi je l'ai eu, elle a souffert d'une longue maladie longtemps, et grâce au yoga elle a réussi à se guérir. Tu vois. Donc elle veut proposer ce produit-là et dire à des gens, mais si vous avez le même problème que moi, vous pouvez aussi... Je peux vous aider parce que je suis passé à travers ce truc. Donc on ressente, elle est plus seulement prof de yoga, maintenant elle va régler un problème précis pour une catégorie de gens. Donc je vais lui apprendre ça, l'identité de marque, comment parler de son produit, comment elle peut le vendre, comment elle peut organiser des séminaires, des stages, comment elle peut communiquer en général sur son activité. Tu vois. À côté de ça, là j'ai des gens qui m'ont branché pour une association. On voudrait monter une asso mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Oui. Donc, alors, bien sûr, ils font des recherches sur le web, mais dès que tu regardes sur Google, tu tombes sur 1000 informations. C'est difficile à synthétiser. Moi, je suis passé par cette expérience pendant longtemps. Donc, pour monter notre coopérative, on a fait une association de préfiguration. Il y a possibilité de faire une étude, de se faire payer pour faire son étude. L'Europe donne des sous pour ça. Donc, comment on peut aller chercher de l'argent de l'Europe? Comment on peut se salarier pour imaginer son projet? Comment on peut le mettre en place? Comment trouver des partenaires institutionnels? Communes, communautés de communes, départements, comment s'inscrire dans les dynamiques de notre territoire, tu vois, et hop, j'aide les gens à faire ça. Donc ça, c'est vraiment très pragmatique. Tu vois, c'est vraiment l'aspect où j'accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets pour la réalisation de leurs projets. À côté de ça, il s'avère qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui vont dire « Ah, mon business marche pas parce que je communique mal », mais en fait, c'est pas qu'ils communiquent mal, mais c'est qu'ils ont des freins personnels, ils ont des peurs qui se sont installées, des croyances. Peut-être que petit, on leur a dit « Non, tu rêves, tu n'y arriveras jamais ». Et ça s'est installé, ils ont oublié, mais ça s'est installé en eux, des injonctions. Et du coup, aujourd'hui, ils souffrent, vous souffrez peut-être de ça, ou pas, mais d'avoir eu des injonctions dans votre vie, des peurs qui se sont installées, des manques de confiance. On parle de la confiance en soi, mais en fait, c'est plein de petits morceaux de confiance qui manquent. Donc là, je fais vraiment un coaching où j'utilise la programmation neurolinguistique, la PNL, où j'utilise la méditation, où j'utilise aussi certains outils de visualisation du corps d'énergie. Je peux utiliser mon pendule, moi j'adore travailler au pendule. Je peux travailler avec tous ces outils-là pour aller décoincer la personne et finalement dire, tu vois, ta com elle allait bien, c'est juste toi il fallait que tu débloques quelque chose. Toi il fallait peut-être que tu emmagasines un peu d'énergie pour mieux la redéployer. Peut-être tu as des fuites énergétiques. C'est une question d'approche c'est une question d'approche de ta vision de toi par rapport à ton projet. Ouais. Alors, bon, moi par exemple, moi je suis un vieil entrepreneur, je suis pas loin de la retraite, j'ai un projet que j'aimerais bien réaliser, je suis trop vieux maintenant. Je suis à un an de la retraite, je suis trop vieux pour entreprendre un truc nouveau comme ça. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire être trop vieux? Oui, je sais plus, moi j'aurais 20 ans, j'irais, mais bon là aujourd'hui, à mon âge... C'est quoi ton projet? Alors, je sais pas, attends. Ok. Pourquoi il est important pour toi ce projet? Parce que ça me permettrait de finir tranquillement ma vie en faisant un truc que j'aime. C'est un projet de vieux en fait, puisque c'est pour finir ta vie. Je l'avais pas vu arriver celle-là. ouais, d'accord. Tu vois? Et on va discuter ensemble. Ouais. Donc tu as un projet de vieux, tu crois que c'était un projet de jeune, mais en fait c'est un projet de vieux, c'est pour finir ta vie. Ouais. Tu vois? On va travailler ensemble, on va aller dégrossir tout ça. Alors moi j'utilise un tableau, je fais écrire aux gens. Autrefois j'avais un mur à penser, c'est-à-dire je prenais un mur comme ça et j'écrivais la craie dessus. C'est dégueulasse à nettoyer après. C'est super parce qu'il y a de l'espace. Je suis en entretien comme ça avec les gens, je casse déjà quelques petites croyances, tu vois, etc. Et après, si ça suffit
eh ben, on redéfinit le projet ensemble et on y travaille. Si vraiment il y a des trucs très très profonds, tu vois, parce que par exemple tu me dis ah je suis vieux, peut-être c'est juste une forme d'énergie qui circule mal. Parce que peut-être dans ton positionnement du corps, peut-être par un encroutage dans des habitudes, peut-être énergétiquement il y a quelque chose à rééquilibrer. Ouais, ok, d'accord. Et donc là on va travailler sur le côté énergétique. Donc avant ça sera plutôt de l'APNL que je vais utiliser pour faire émerger l'importance du projet, les freins, peut-être utiliser un pont vers le futur, donc une visualisation vers le futur, tu vois. Dans mon livre j'en parle beaucoup, de faire une visualisation de nous à l'arrivée, à la fin de notre projet, comment on se sent, dans quel environnement on se trouve. Donc je vais utiliser des techniques comme ça. Et après s'il faut, ben, on va travailler énergétiquement, sur ton corps d'énergie, sur aérodynamiser ça. Parce qu'il y a des gens qui ont 70 ans, qui ont plus la patate que des jeunes de 20 ans. Donc à un moment donné, tu vois, je vais travailler comme ça. Ok, bon, j'ai pas réussi à le piéger. Oh, tu pourrais, hein, parce que oui, bon, bien sûr. Mais bon, c'est pas l'idée non plus, c'est juste non, évidemment, pour l'exemple. Donc je fais ça, et puis je fais un peu de formation avec les gens. Donc comment écrire un livre, comment créer sa propre formation. Ah ouais. Voilà, donc là j'ai une petite jeune femme qui a pris rendez-vous avec moi. On doit discuter sur un livre qu'elle aimerait écriire sur les flammes jumelles. Tu sais, les âmes jumelles, tout ça, tous ces trucs-là. Moi je connais pas très bien ce domaine. Et elle a toute une expérience de vie affective et puis de connaissances, elle est chamane un peu elle aussi, etc. Donc elle m'a dit Cédric, j'aimerais bien écrire un livre mais je ne sais pas trop comment le structurer. Donc on a prévu de passer une journée ensemble et on va bosser. Je m'excuse, je te coupe là, mais comment est-ce que tu peux aider quelqu'un à écrire un bouquin sur un domaine que tu connais pas? Parce qu'en fait, c'est peut-être idiot comme question. Ouais, parce que moi j'ai pas besoin de connaître le contenu, si tu veux, dans comment écrire un bouquin. Je suis là surtout pour lui faire sortir son chapitrage, dans quel ordre elle va parler des choses, qu'est-ce qui est important, pas important, qu'est-ce qu'elle peut laisser sur le côté, qu'est-ce qu'elle peut vraiment mettre en avant. Donc en fait, moi je suis un peu... Le coaching c'est entraîneur. Le mot coach c'est entraîneur. Oui, je préfère entraîneur d'ailleurs. Donc je suis là pour l'entraîner si tu veux, tu vois. Pour dire ok, fais ça là maintenant, réfléchis comme ça, tu vois, et l'aider à structurer sa pensée. Elle aussi c'est quelqu'un qui a une pensée très en arborescence, et en fait ce qu'elle me demande c'est surtout de l'aider à couper cet arbre qui est en train de pousser dans sa tête pour que ça donne des bons fruits, tu vois, et qu'elle ne sait pas vraiment dans quel sens commencer, quoi, par quoi commencer, etc. J'ai une jeune femme là qui est thérapeute quantique, elle fait de la thérapie quantique, elle est venue me voir pour créer une formation. On a bossé toute une journée ensemble, elle a fini en PLS sur le canapé, c'est en position latérale de sécurité, elle n'en pouvait plus. J'avais fait le coup à Isabelle Hernandez, que vous rencontrerez peut-être un jour au biais de vos recherches sur YouTube ou Facebook ou ailleurs. Elle est thérapeute en alimentation, en pleine conscience, etc. Tu vois. On a fait une journée sur comment créer une formation, elle n'en pouvait plus à la fin de la journée, mais sa formation était montée. C'est-à-dire qu'elle était montée, elle avait tout le contenu, elle avait tout son truc, elle a fait waouh, c'est moi qui ai fait ça. Ben oui Isabelle, c'est toi qui as fait ça, et personne d'autre, tu vois. Par contre, je te pousse. Pendant l'atelier, je te pousse. Moi, j'aime pas perdre de temps, j'ai pas envie de faire payer trop cher aux gens, on pourrait prendre une semaine pour le faire. On commence à 8h30, on boit un café, un thé, à 9h on est sur le taille, à 17h c'est plié, t'en peux plus, t'as le cerveau à zéro. Là pour le coup le mental s'arrête, mais tu vois, je fais ça quoi. Et j'ai pas besoin de connaître le contenu, je suis là pour coacher la personne, l'emmener dans un processus de création. D'accord. Tu vois. Ok. Donc je fais ces petites choses là quoi. Ok, donc tu rencontres les gens, mais tu les formes aussi. Alors je fais ces aspects de formation, écrire un bouquin, créer sa formation, comment communiquer sur le web sans être un marketeur de folie. Je sais pas si tu vois ça sur Facebook, moi j'ai plein de publicités pour des marketing. Alors tu vois les mecs qui sont Thaïlande, ils ont des grosses bagnoles, ils t'expliquent qu'il faut passer par 1000 choses pour communiquer sur le web. C'est pas vrai, ce sont des âneries. Non, c'est pas des conneries, parce que ça a marché pour eux. Alors, ça a marché pour eux. Ce qui marche pour eux, c'est nous vendre leurs trucs. Et en fait, ce qui marche pour eux, c'est la publicité sur Facebook. Ou sur Google. Parce que s'ils mettaient pas de l'argent sur Facebook et sur Google, ils vendraient rien. D'accord. Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vaut mieux mettre 75 € de publicité bien faite sur Facebook tous les mois, 75 € tous les mois, et tu auras plus de résultats au bout de 6 mois que d'aller chercher des formations alambiquées en marketing web. Oui, bien sûr. Tu vois. Par contre, une publicité sur Facebook, ça se fait bien, faut faire des tests.
C'est vrai. Il y a des petits trucs à savoir. Moi, je suis certifié par Google en marketing web. D'accord. Tu vois, donc j'ai été formé par Google. Désolé, il y en a qui diraient c'est le diable un peu, mais... Ah, pas les rétros, ça palace. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Oui, quand même. Ouais. Et donc j'ai une certification, je suis obligé de la tenir à jour et tout ça pour qu'elle soit validée tout le temps. Et il y a des outils simples, des choses simples à faire. Ouais. Voilà, son référencement, comment faire un texte pour qu'il soit bien référencé, ton article. Les mots-clés, comment ça marche, comment les trouver. Toi, c'est des petits outils tout bêtes. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de s'en faire des montagnes, il n'y a pas besoin d'aller vivre en Thaïlande, vous n'avez pas besoin de vous expatrier pour devenir un super marketeur. Oui. Il suffit de faire des choses simplement, correctement. Il y a plein d'outils sur le web, lesquels sont les vôtres, lesquels ne sont pas les vôtres. Tu vois, donc j'accompagne aussi les gens là-dessus. D'accord. Mais c'est important de faire les choses bien sans faire trop, je dirais. Tu vois, c'est... Ok. Donc, tu travailles avec les gens dans la région ou ça... Moi, je te téléphone de Lille. Alors, tu me téléphones de Lille. Si le devis que je te fais te convient, je viens à Lille. Ah, tu viens, tu te déplaces. Ah ouais, s'il faut, je me déplace. C'est pas du travail à distance. Alors, on peut travailler à distance. Parfois, c'est mieux. Toi, s'il y aura une animation, comme je te parlais tout à l'heure, comment créer sa formation, je préfère que vous veniez chez moi ou moi, je viens chez vous. Ouais. Ça va vous coûter un peu plus cher dans les deux sens. Si vous venez dans le Périgord noir, c'est sympa pour vous parce que vous allez faire un peu de tourisme. Il y a plein de lieux formidables. On sera à la campagne, on sera bien, on sera dans un bon environnement. Maintenant, si vous êtes à Lille, à Bruxelles, à Lyon, à Marseille ou quoi, je vous envoie un devis. Je viens vers vous, on passe la journée ensemble et on fait la formation, il n'y a aucun souci. Je n'aimerais pas la faire sur Skype. D'accord. Tu vois, parce que j'ai besoin d'un visuel, j'ai besoin de voir les gens, puis vous aurez des questions à poser qui vont être précises. C'est bien que nos énergies se mélangent un peu, qu'on voit qui on est. Après, faire un entretien sur le marketing web, sur comment développer son business, ça on peut le faire sur Skype à distance. Tu vois. Maintenant, s'il y a un travail énergétique à faire avec la personne, il y a des gens qui font ce métier-là, qui peuvent faire des soins à distance, etc. Moi, pour un travail énergétique sur la personne, j'ai besoin de la voir. Je vais faire quelques passes, je vais utiliser mon pendule, je vais tester des choses. Donc là, j'ai besoin de vous voir. D'accord. Je ne peux pas faire ça à distance. Ok, d'accord. Ok, donc pour constater, oulala, fatigué le garçon. Pour contacter Cédric, donc vous avez vu en dessous la vidéo, il y a son adresse mail. Il y a sa page Facebook. Ma page Facebook, mon profil Facebook, c'est encore le meilleur moyen de me contacter. Mes emails, je les regarde tous les jours. Vous recevrez une réponse. Effectivement, si vous avez besoin d'infos, il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition, pardon. Je suis disponible et à votre disposition. et voilà, je suis là pour vous aider. Hein. Moi, je fais que ça. Je crois que depuis tout gamin, j'aide les autres. Ok. Donc c'est ce qui m'a amené vers le bouddhisme, c'est ce qui m'amène à faire cette activité. C'est en train d'évoluer encore. Là, je vais sûrement acheter un terrain, donc je vais m'apprendre plein de choses sur l'autonomie, la permaculture et tout ça, et expérimenter. Parce que c'est ça qui est important. J'ai déjà une bonne base de connaissances, mais là je vais mettre les mains dans la terre et à la tronçonneuse et un peu tous ces trucs-là. Et on en a parlé, l'expérience c'est important. Il faut expérimenter les gens. Hein. Enfin, je veux dire méditer, méditer quoi. Et vous enrichirez votre vie. Et c'est comme ça, allez voir des gens qui peuvent vous aider, allez voir des gens qui peuvent vous aider. Bien sûr. Et faites quoi, faites. Je crois que c'est le mot, il faut faire. Voilà, faites, et ça sera le mot de la fin, hein, à mon avis. Ok. Hein. Merci Gérard. Mais écoute, avec grand plaisir Cédric, ça m'a fait beaucoup plaisir. Beaucoup plaisir, ça c'est très français, on est bon hein, comme ça. On est très fort aujourd'hui. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec toi. Ok. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Nous sommes toujours dans l'émission Le Coin du Bouquin. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo.
La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.